Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session qui porte sur les perspectives pour les nouvelles révoltes arabes. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes de la région du Moyen-Orient, qui sont Israq Diwan et Mouhoub El Mouhoud, qui tous les deux vont nous faire part de leur analyse de la situation telle qu'elle se déroule actuellement. Alors c'est vrai que près de 10 ans après le début des mouvements de contestation, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de ceux qui se sont soulevés en 2011 et plus récemment en 2019. Pays en guerre, pays failli, la région est confrontée à de graves crises multidimensionnelles puisqu'on est face à une crise politique, économique, sociale, sécuritaire. Alors comment les populations réagissent, et tout particulièrement les jeunes qui sont descendus dans les rues de ces différents pays? Comment ils vivent cela? Quel est leur désir de changement? Comment ce désir de changement s'exprime dans les rues de Beyrouth, Alger, Bagdad ou les autres pays de la région, alors que la vie quotidienne est, elle, de plus en plus difficile? Et avec un objectif pour beaucoup de ces jeunes, c'est de partir, tant le désespoir est grand dans les pays dans lesquels ils sont. Et donc cette session va nous permettre d'aborder ces différentes questions. Alors, je précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent qu'il y a un chat sur la page du Printemps de l'économie, donc printemps-de-l'économie.fr. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions que je transmettrai à nos deux invités. Alors, nous allons commencer par l'intervention de Israq Diwan, qui est professeur à la chaire socio-économie du monde arabe à l'Université de Paris Sciences et Lettres et à l'École normale supérieure de Paris. Alors, c'est un chercheur et un professeur qui a mené une carrière au sein aussi de la Banque mondiale, donc des institutions internationales, et qui a contribué à la mise en place d'un réseau d'économistes spécialistes du Moyen-Orient. Et ses travaux portent sur l'économie politique du Moyen-Orient et les questions de développement. Et donc, je vous laisse la parole pour une présentation. Éventuellement, je vous interromprai peut-être à un moment ou un autre pour préciser un point, mais vous avez la parole. Merci, merci Agnès. Bonjour tout le monde, bonjour Mouhoub. Et je m'excuse de ne pas être avec vous ce matin. Donc, je vais vous parler je vais essayer de comparer les révoltes de 2011 avec celles plus récentes de 2019-2020, vraiment pour proposer une grille d'analyse qui pourrait nous permettre de mieux comprendre le fond, les raisons et peut-être la dynamique de ces révoltes. Je vais utiliser un PowerPoint. Est-ce que vous l'avez chez vous? Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez le projeter, Rémi, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, et c'est Mouhoub qui passera les slides. D'accord, super. OK. Donc, première slide. Il y a eu des révoltes quasi généralisées dans le monde arabe en 2011, qui, comme vous le savez bien, avait commencé en Tunisie, puis avait continué en Égypte, et puis dans d'autres pays qui ont mené à des grands changements de régime, la chute de Ben Ali, suivie de la chute de Moubarak, et qui se sont déroulés après dans toute la région. C'est une période qui a été suivie de quelques années assez chaotiques et d'une restauration autocratique après 2013 en Égypte, avec une certaine démocratie quand même en Tunisie, mais aussi quelques guerres civiles ailleurs, donc une période très mouvementée. Il y a eu un long hiatus et il y a eu une reprise des révoltes en 2019-2020, commençant au Soudan, puis en Algérie, au Liban et en Irak, avec des milliers, des centaines de milliers de jeunes dans les rues, jour après jour, demandant un changement de régime. On voudrait donc essayer de comparer ces deux vagues pour pouvoir mieux réfléchir aux perspectives des révoltes d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles pourraient se dérouler différemment de celles de 2011 en particulier? On va utiliser un cadre d'analyse qui, en gros, catégorise les révoltes en trois types. Des types de révoltes modernisantes, si vous voulez, qui sont menées par les classes moyennes, par les jeunes de la classe moyenne, qui en gros, se séparent du contrat autocratique
d'avant et essayent d'entraîner avec eux les couches populaires. Un deuxième type qui est plutôt une révolte des pauvres, des gueux, si vous voulez, qui est poussée par les bas, par les classes les plus démunies, donc qui est menée par les griefs beaucoup plus que par les aspirations, comme celle du type 1. Et puis un troisième genre où ces deux mouvements se rejoignent, une combinaison de ces deux dans des grands moments révolutionnaires qui sont un peu magiques, comme la Commune de Paris, par exemple. Donc, si on réfléchit à ces trois types, on pourrait penser que, ou du moins on va arguer, que la phase, que les révolutions de 2011 étaient du type 1, étaient vraiment menées par les classes, les jeunes modernisants de la classe moyenne, dans un moment où l'économie allait bien, et qui donc des moments qui favorisaient les aspirations. Et contraster cela avec les révoltes de Joly, qui sont beaucoup plus des révoltes du type 2, où l'économie s'est effondrée, où c'est vraiment une révolte des pauvres menée par les griefs. Et donc, deux révoltes très différentes, mais toutes les deux essayant d'attirer toute la population dans un grand moment révolutionnaire et qui réussissent plus ou moins. Donc, assez rapidement des révoltes de 2011, et puis je vais définir quelques variables pour qu'on puisse essayer de mesurer cette idée de grief versus aspiration et voir comment ils dépendent justement de l'état de l'économie. Alors, 2011 était vraiment marqué par la montée de ces jeunes, de ce qu'on pourrait appeler les nouvelles classes moyennes, parce que les classes moyennes d'antan dans les pays arabes étaient ceux qui travaillaient en fait pour l'État, dans cet État très étendu qui formait les gens pour les employer dans des économies quasi socialistes. Avec les ouvertures des économies à partir des années 90, les avancées de l'éducation, c'est de nouvelles classes moyennes qui se sont formées, plus indépendantes de l'État, et qui ont développé avec le temps une culture endogène qui est beaucoup plus bâtie sur l'individualisme, sur le désir de liberté, très influencée par ce qui se passe dans le monde. Au fur et à mesure que les réseaux sociaux et aussi les médias régionaux se sont développés. Et donc une culture beaucoup moins influencée par ces idéologies top-down, si vous voulez, qui sont le nationalisme arabe ou même l'islam politique. Et c'est vraiment ces nouvelles couches qui ont porté les révolutions de 2011, se séparant de ce contrat autocratique auquel leurs parents étaient liés, pour essayer de faire jonction avec les classes populaires qui étaient réprimées déjà depuis de longues années, quand le pouvoir s'est séparé des approches un peu plus socialistes pour faire justement les réformes économiques des années 90. Et c'est comme ça qu'on a vu ces grands rassemblements populaires, que ce soit à la place Tahrir en Égypte, que dans l'avenue Bourguiba en Tunisie. Mais il faut dire quand même que ces révoltes étaient beaucoup plus portées par les jeunes que par les couches populaires, parce que contre une rue, il y avait toujours une autre rue, vu que l'économie allait bien. 2011, c'est quand même l'année où les prix du pétrole étaient au plus haut depuis cette vague de hauts prix de pétrole a commencé dans les années 2000 dans les pays arabes et a amené énormément de ressources qui ont été redistribuées à travers la migration, à travers les aides. Et donc, c'était des périodes de bonne santé économique et donc avec un clientélisme qui fonctionnait bien. Et donc, il y avait quand même un bon support pour les anciens autocrates qui ont fait que ces révoltes sont restées circonscrites. Ce qu'on a vu après 2011, c'est une restauration autocratique, en Égypte en particulier, mais un peu partout aussi. Et ce, vraiment pour deux raisons. Premièrement, l'islam politique a profité de l'occasion pour occuper le terrain, vu que c'était les mouvements les mieux organisés.
les moins réprimés par avant, alors que les autres partis n'étaient pas du tout formés, étant très réprimés. Ce qui a donné lieu à des crises identitaires entre religiosité versus laïcité, en Tunisie évidemment, en Égypte aussi et ailleurs. Et puis il y a eu une crise économique très importante après 2011 qui a gonflé le grief des pauvres et a fait peur aussi aux classes moyennes modernisantes. Donc peur de cette religiosité qui montait, et peur aussi des griefs qui montaient, qui poussaient à des régimes plus redistributifs, si vous voulez. Et donc, on a vu un effondrement du désir démocratique chez ces classes moyennes qui s'est en particulier reflété par la contre-révolution égyptienne. Des foules là, de jeunes qui demandaient à l'armée de prendre le pouvoir, et donc un désir antidémocratique, populiste, d'une reprise du pouvoir par un homme fort, M. Sisi, qui est arrivé au pouvoir à ce moment. Et donc, si vous voulez, la problématique qui se dégage ici, c'est que quand l'économie va bien, la classe moyenne veut plus de démocratie, et on peut tendre à une révolution de type 1. Mais quand l'économie va mal, la classe moyenne, modernisante, se démobilise, et c'est plutôt les griefs qui poussent au changement, révolution de type 2. Et c'est là qu'on peut observer une restauration autocratique s'il y a un populiste qui se présente. Donc, dans cette grille d'analyse, nouvelle slide, Mahou, j'ai oublié de te demander de changer les slides. Là, on regarde ce graphe. On va regarder ces deux variables, le désir de démocratie, commitment to democracy, et la confiance dans le gouvernement. C'est des valeurs qu'on pourrait penser assez stables, mais quand on les mesure ici dans le Arab Barometer, on voit qu'en vérité, elles varient énormément dans le temps et à travers les pays par rapport à la sécurité ou l'insécurité économique telle qu'elle est perçue par les gens. Là, on utilise plusieurs questions pour mesurer ces trois variables. Et ce qu'on voit, c'est des relations un peu comme je les ai décrites, c'est-à-dire plus la sécurité économique augmente, plus le désir de démocratie augmente, et plus la confiance dans le gouvernement augmente. Donc vous voyez, quand l'économie va bien, d'un côté, on a des aspirations qui augmentent, le désir à la démocratie, mais d'un autre côté, les griefs baissent. On a plus confiance dans le gouvernement. D'un autre côté, quand l'économie va mal, donc là, sur l'axe X, on va vers la gauche, le désir de démocratie baisse et la confiance dans le gouvernement baisse. Vous voyez les pays arabes organisés dans ces graphes. Un peu au milieu, vous voyez l'Égypte et la Tunisie en 2011. On est un peu au milieu, donc c'est une révolution des deux types à la fois. Mais vous voyez aussi sur les graphes à gauche la Tunisie et l'Égypte de 2013, tout en bas, avec une très basse sécurité économique, beaucoup d'insécurité, et donc un désir de démocratie très bas, mais aussi très peu de confiance dans le gouvernement, et donc des velléités déjà de poussées révolutionnaires par les griefs. Un autre graphe, et c'est des travaux avec Mesdames Nikamet, pour comparer ces dispositions, si vous voulez, au changement du Moyen-Orient par rapport au reste du monde. Dans ce graphe-là, on a donc tous les pays représentés. Là, c'est le World Value Surveys, les mêmes variables. Ici, confiance dans le gouvernement, que je mesure sur l'insécurité économique autour de la moyenne globale qui est à 0. Donc, insécurité à gauche, sécurité à droite. Ce que vous voyez, c'est que en rouge, la ligne qui représente les pays arabes, et en jaune, les pays autocratiques du monde entier. En bleu, les pays démocratiques. Donc, vous voyez, dans les pays démocratiques, en fait, quand il y a de l'insécurité, les gens se rallient
autour du drapeau et on accorde la confiance au gouvernement pour résoudre les problèmes. Alors que dans les pays arabes, comme dans les pays autocratiques du reste du monde, le support au gouvernement, à l'autocrate, monte et descend avec la sécurité économique. Quand l'économie va bien, on supporte, il y a du clientélisme qui fonctionne. Quand l'économie va mal, on veut chasser l'autocrate, en gros. Comme dans les autres pays autocratiques du monde. Par contre, quand on regarde les valeurs démocratiques, là, on s'aperçoit que dans le monde arabe, en rouge toujours, elle varie avec l'insécurité économique comme dans les pays démocratiques, en fait, la ligne bleue, et pas comme dans les autres pays autocratiques. C'est-à-dire, quand l'économie va bien, le désir démocratique, les aspirations augmentent. Et on peut interpréter ça comme étant dû au fait que le Moyen-Orient, le sud de la Méditerranée est tout proche de l'Europe et que donc les élites, la classe moyenne copie un peu ou apprend, si vous voulez, la beauté de ses aspirations économiques de ses voisins européens et que donc ces classes sociales modernisantes, quand les choses vont bien, désirent la démocratie. C'est un peu notre cadre d'analyse qui nous porte à réfléchir de nouveau maintenant aux révoltes de 2019-2020 dans les 4 pays évoqués. Donc, on change de slide, Margot. Et là, contrairement à 2011, l'économie va très mal. Les prix du pétrole se sont effondrés en 2015. Plutôt qu'1 trillion de dollars de vente du pétrole, il n'y en a plus que la moitié ou moins. Et donc, ça se disperse beaucoup moins dans la région. Le Soudan est le premier pays en crise. Lui, il perd son pétrole plus tôt quand il se sépare du Sud. L'économie est effondrée en 2019 avec le prix du pétrole qui tombe. L'Irak entre en crise très profonde. En 2019, le Liban aussi s'effondre. Les rentrées de capitaux tombent. La dette est trop élevée. On a une crise financière suivie d'une crise politique. En Algérie, les prix du pétrole s'effondrent. Quand les prix s'effondrent, les Algériens ont peur du futur. Mahou va en parler plus en détail dans quelques moments. Et donc, notre interprétation de ce qui se passe, c'est que c'est des révoltes du type 2, là, qui sont vraiment poussées par les griefs économiques, la perte de confiance dans la classe politique, donc cette perte de confiance accélérée, qui demande un changement de pouvoir pour pouvoir répondre à ces problèmes économiques. Mais vous voyez, on est dans une situation très différente. On est dans une situation de crise aussi bien économique et politique. Et la crise économique rend la crise politique plus difficile et vice-versa. Et donc, c'est un risque d'affaissement dans un État failli, beaucoup plus que les situations de 2011 qui étaient des situations beaucoup plus favorables au changement. Alors, dans ce cadre, prenons le cas du Liban que je vais décrire rapidement, ainsi que l'initiative du président Macron pour faire évoluer la situation de façon plus favorable. Donc, le Liban se retrouve aujourd'hui dans quasiment une trappe de politique économique où la crise économique, donc cet effondrement économique, complique énormément le processus politique, vu que tous les dirigeants politiques qui comptaient sur leur clientélisme pour survivre, vous voyez ces moyens s'affaiblir et sont dans une situation où ils essayent de survivre. Mais la crise politique elle-même complique la résolution économique. La résolution économique du moment demanderait de distribuer les pertes financières en faisant des réductions de dettes qui influenceraient les balances des banques. Et donc, il faudrait aussi prendre des pertes dans les banques, incluant un bail-in chez les déposants. Donc, il faut distribuer les pertes qui ont été faites dans la société. Et cela est plus compliqué quand il y a peu de coopération entre les différentes couches sociales.
Et donc, on se retrouve bloqué sans pouvoir résoudre les problèmes économiques, avec un risque d'une crise qui devient de plus en plus profonde et une désintégration de la société un peu à la libyenne ou à la syrienne. Il y a en même temps une révolte populaire très marquée depuis octobre 2000, le 17 octobre, en particulier 2019. Le premier anniversaire sera dans 3 jours, samedi. La rue est divisée vraiment entre deux tendances. Une tendance qui pense que le changement politique ne peut passer que par un effondrement de l'économie, situation très dangereuse, mais une autre qui pense qu'il faudrait éviter l'effondrement économique, faire les réformes au départ et laisser le progrès politique à plus tard. C'est dans ces conditions-là, d'une situation très divisée, que le président Macron a visité Beyrouth il y a quelques mois et a lancé cette initiative qui vraiment parie sur justement la possibilité de faire des réformes économiques pour sauver l'économie en laissant le changement politique à plus tard. Il mise sur la possibilité d'un deal économique qui pourrait exister pour éviter à tous les acteurs politiques dans ce système assez complexe au Liban où il y a en vérité 6 oligarques qui contrôlent le système. Donc, par eux-mêmes, ils sont trop divisés pour arriver à une solution de division des pertes. Il va les aider en s'occupant surtout de la division, de la distribution des pertes entre les différentes classes et en laissant la division sectaire politique à plus tard. Et il compte sur cela, sur un mécanisme d'engagement pour qu'il ne renégocie pas ce deal plus tard, pour rendre le deal cohérent dans le temps, time consistent si vous voulez, donc un mécanisme d'engagement qu'il a proposé, qui est celui d'un cabinet de mission. Donc, il y aura un deal au départ, qu'il a négocié lui-même pendant sa visite, qui devrait être mis sur place par un gouvernement de mission qu'on essaye de monter en ce moment avec beaucoup de difficultés, vu qu'un gouvernement de mission doit être non politique. Et donc, il faut séparer les questions politiques, ce qui a été très difficile, surtout que les US que les Américains n'ont pas accepté jusqu'à maintenant de laisser la question qui divise au Liban du Hezbollah en dehors de la mission de ce gouvernement. Donc, on est dans ce moment difficile où on essaye de sortir, si vous voulez, au Liban de cet état failli qui risque d'arriver étant donné la crise économique et politique. Le reste de l'histoire à suivre. Mais cette situation est un peu la même dans les 4 pays qui se révoltent maintenant. On va écouter Mahoub qui va nous parler du cas algérien et puis on va généraliser un peu pour penser ensemble au type de solutions possibles dans les cas de figure qui se présentent dans ce deuxième type de révolution des années 2019-2020 d'aujourd'hui. Voilà, je vous remets la parole, Agnès. Merci beaucoup, Esrak, pour cette présentation. Alors, il y a une question qui est arrivée, puisqu'il y a un chat en live, et une question qui vous est posée, qui est quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour établir les tableaux d'insécurité économique? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous répondre à cette question? Bien sûr. Donc, c'est l'analyse au début qui nous a porté à réfléchir sur la différence entre les deux révolutions. Donc, qui nous a fait penser que ces variables seraient importantes. Les 3 grandes variables dont j'ai parlé, qui sont la confiance dans le gouvernement, le désir démocratique et comment elles sont liées à la sécurité économique. Donc, nous avons mesuré tout cela en utilisant des questions. Je dois dire qu'il y a une certaine littérature globale qui utilise aussi ce cadre d'analyse que l'on a utilisé. Et
la surprise vraiment de cette étude qui est cotée dans les slides, qui a été publiée récemment dans Démocratie, c'est que ces valeurs qu'on croit plutôt stables, en fait, varient énormément avec l'insécurité économique, qui elle-même varie beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Les variations euh, récentes au Moyen-Orient sont énormes. Et en fait, elles équivaut à la variation de ces phases de boom et de collapse du prix du pétrole, qui créent des cycles qui se répercutent vraiment politiquement dans toute la région. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, mais je vous propose quand même que nous avancions et que maintenant, je souhaiterais donner la parole à El Mouhoud, en sachant que les questions que vous posez, n'hésitez pas à continuer à intervenir sur le chat. On les posera à la fin de cette session. Donc maintenant, je vais vous passer la parole, El Mouhoud. Vous êtes donc économiste, bien sûr, professeur des universités et vice-président de l'université Paris-Dauphine. Vous êtes aussi professeur dans de nombreuses universités à l'étranger et vos travaux portent sur la mondialisation, l'immigration internationale et le développement des pays de la région, donc Maghreb, Proche et Moyen-Orient. Donc vous allez poursuivre cette réflexion sur ces mouvements de révolte et avec un focus plus particulier sur l'Algérie. Vous avez la parole. Merci beaucoup Agnès. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir permis de faire connaître ces travaux, cette littérature sur l'économie politique des pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, que d'ailleurs, avec beaucoup de dextérité et de précision, Ishaq Diwan vient de présenter, s'agissant de la comparaison entre les révolutions de 2011 et celles qui ont émergé à partir de 2019. Alors, le cadrage qui a été fait par Ishaq va être très utile pour moi, puisque cela va me permettre d'introduire en fait quelque chose qui est à la fois une analyse diachronique, c'est-à-dire finalement qui, dans le cas de l'Algérie par exemple, explique le mouvement récent qu'on a appelé le Hirak, qui est le mouvement de soulèvement algérien dans une perspective historique, successive, et puis dans une perspective plutôt synchronique, c'est-à-dire finalement régionale, puisqu'on a vu apparaître ici des similarités entre différents pays de la région, en dépit de leurs différences notoires, structurelles. Donc c'est cette grille à la fois diachronique et synchronique est absolument nécessaire pour comprendre les spécificités locales, mais aussi les processus globaux, régionaux. Et je crois que les menées de front est absolument nécessaire en termes d'économie politique, mais je pense que les politistes aussi, dans leur manière d'aborder les choses, doivent le faire. Alors s'agissant par exemple de l'Algérie, on pourrait dire que, d'ailleurs c'est assez commun avec ce qui se passe dans d'autres pays de la région similaires, c'est-à-dire des pays qui finalement bénéficient de ce que j'appelle, ou souffrent plutôt de ce que j'appelle le positionnement faible dans le maillon, dans la chaîne des pays pétroliers. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des pays qui ont des revenus moyens, dont la rente par tête, par exemple, la rente pétrolière et gazière par tête, est 10 fois plus faible que ce que l'on peut observer dans les pays du Golfe, puisqu'en fait, ce sont des populations, des pays qui, comme l'Irak, l'Algérie, l'Iran aussi, combinent à la fois une grande population, donc une force de travail énorme, mais une rente pétrolière rapportée à la population, finalement, qui est assez faible. Donc, dans les périodes de crise, les retournements deviennent extrêmement compliqués, ce qui est le cas de l'Algérie depuis 2016. Et puis, dans des périodes de prospérité, selon précisément les mécanismes institutionnels que l'on a en place, les régimes institutionnels, eh bien, la préparation des périodes de crise futures est plus ou moins bien faite si, par exemple, comme ce fut le cas dans le cas de l'Algérie, l'argent du pétrole est finalement utilisé de manière tout à fait clientéliste, distribuant l'argent ça et là à partir de mécanismes de subvention qui, au lieu de sortir l'économie de la malédiction pétrolière, d'une certaine manière, malédiction d'ailleurs toute relative, ça n'est jamais une fatalité, c'est toujours combiné avec des institutions en place, eh bien, ces combinaisons institutions pétrole donnent lieu à des situations plus ou moins
disons, maîtrisées et qui vont jouer un rôle dans les perspectives, dans les aspirations, mais aussi dans les révoltes populaires, classe moyenne ou populaire au sens dans lequel Isaac a pu le décrire tout à l'heure. Donc s'agissant d'Algérie, on peut dire qu'il y a une combinaison entre un aspect historique et un aspect régional récent. Sur le plan historique, finalement, l'Algérie est le résultat de plusieurs héritages. Le pétrole joue un rôle fondamental puisque c'est une économie hyper concentrée et qui s'est désindustrialisée tout le long de son processus de développement. Les hydrocarbures représentent à peu près le tiers du PIB, la quasi-totalité des recettes extérieures et également la part de l'industrie, par exemple, dans le PIB et dans la valeur ajoutée et dans l'emploi est passée de quelque chose comme 15% dans les années 80 à 4% aujourd'hui. Donc en fait, on a une économie hyper concentrée sur le secteur de rente, qui est le secteur des hydrocarbures, et c'est ça qui définit finalement une économie rentière. Qu'est-ce que c'est qu'un régime d'État rentier? C'est selon des politistes qui sont dans l'analyse, dans leur livre The Rentier State Regime, The Rentier State en 1987, Beblavi et Luciani définissent un État rentier comme combinant trois caractéristiques. Le secteur rentier est dominant. C'est ici les hydrocarbures, mais ça peut être le tourisme ailleurs. Les revenus proviennent de l'extérieur majoritairement et sont concentrés sur un faible nombre de personnes, donc une économie qui peut croître très vite pendant les périodes de boom pétrolier, mais qui peut ne pas être du tout inclusive. D'où finalement des tares que connaissent l'ensemble de ces économies, qui sont assez similaires. Finalement, qu'est-ce que l'on observe? On observe un taux de participation de la force de travail l'un des plus bas du monde. On est aux alentours de 40% de gens, si vous voulez, en âge de travailler, qui participent au marché du travail. Le taux de participation des femmes étant très bas. Le taux d'éducation s'est accru considérablement en quantité du fait de l'aspiration qu'a représenté les mouvements d'indépendance partout. Effectivement, il y a eu un très fort investissement dans l'éducation, mais le chômage croît avec le niveau de diplôme, ce qui est quand même assez paradoxal par rapport à ce qu'on connaît de ce côté-ci de la Méditerranée, par exemple, le diplôme étant protecteur contre le chômage. Là, pas du tout. Au contraire, le taux de chômage augmente avec le niveau de diplôme. Et donc, quatrième tare, eh bien, l'expatriation forcée dont Agnès Levallois avait parlé tout à l'heure dans son introduction, c'est-à-dire finalement des jeunes qui sont candidats à rien d'autre qu'au déclassement local dans des secteurs informels, la formalisation s'est accrue considérablement, et ou bien à l'expatriation forcée dans différentes situations très compliquées, d'autant que les migrations internationales sont de plus en plus difficiles à réaliser du fait des politiques restrictives terribles que l'on connaît de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc on a une économie à trois secteurs: les hydrocarbures, le secteur d'importation, qui est un secteur finalement de négoce, on importe presque tout, qui représente l'autre tiers du PIB, et puis le secteur des non échangeables, du commerce, des services, du bâtiment, etc. Alors cette économie-là, c'est pas une économie diversifiée, bien sûr, puisqu'elle est hyper concentrée par nature, et elle produit cet effet, ce qu'on appelle une croissance non inclusive, et qui va se traduire par le fait qu'au moment des booms pétroliers, eh bien, vous allez avoir un afflux de l'argent qui va venir vers l'État va le distribuer. La conséquence essentielle de cet État distributeur de rente, c'est Peter Evans qui, dans un ouvrage aux presses universitaires de Princeton, définit différencie ce qu'on appelle un État développementaliste d'un État distributeur de rente. Il compare les pays asiatiques aux autres États des pays en développement, dont les pays arabes, et il montre qu'effectivement, dans les pays asiatiques, la rente ou les revenus, en tout cas, de l'économie ont été investis, tandis que là, on a des effets de redistribution de rente sur des bases clientélistes. L'un des mécanismes majeurs du fonctionnement de ces économies, c'est ce que la littérature économique, à laquelle Isaac Diwan a beaucoup participé, appelle le cronyisme, c'est-à-dire finalement un capitalisme de copinage dans lequel les entreprises choisies par l'État en relation d'osmose mais aussi de vassalité entre l'État et ses entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont domestiquées en fonction des avantages aussi de l'autocratie en place, eh bien c'est
ces entreprises en connexion étroite avec l'État vont évincer naturellement, puisqu'elles vont recevoir toute une série d'avantages, avantages douaniers, avantages fiscaux, d'où une volatilité du droit économique également, et vont recevoir toute une série d'avantages, lesquels avantages vont neutraliser, évincer les entreprises qui pourraient être les plus productives, les plus dynamiques pour opérer des mécanismes de diversification. Donc en d'autres termes, la combinaison entre l'État rentier pétrolier et les revenus des hydrocarbures et les institutions autocratiques a produit dans le cas algérien une économie totalement verrouillée, encalminée dans la rente pétrolière et ses effets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui a fait qu'a émergé ce hirak, ce soulèvement? Eh bien, d'abord, ce soulèvement est le résultat d'un processus très ancien. Il y a eu beaucoup de soulèvements. En 1988, il y a eu une première rupture, une rupture qui est dans la comparaison, dans la typologie de Ishaq Diwan à l'instant, pourrait être comparée à ce qu'il appelle les révolutions de type 2, celle des jacqueries, celle des révoltes. Là, on a affaire à un État super endetté, avec déjà un contre-choc pétrolier. On a une chute du prix du pétrole, les réserves de change avaient chuté totalement, mais la dette de l'État était très forte et l'économie était au plus mal. Donc c'était pas du tout la même situation que après le contre-choc pétrolier de 2014. Là, on a affaire finalement à une économie qui est en voie d'effondrement. Et les jeunes des banlieues, des grandes agglomérations, Alger, Oran, etc., se sont révoltés. Donc c'était une révolte. Cette révolte a fait chuter le gouvernement en place et ça a provoqué 3 années d'effervescence démocratique tout à fait exceptionnelle, qui était très intéressante. Et puis ensuite, l'armée, jouant un rôle fondamental, a fermé la voie à un changement, en particulier utilisant l'arrivée des islamistes. On a eu 10 années de terrorisme et de violence que vous connaissez. Et puis ensuite, vous avez eu toute une série d'autres types de révolutions, de révoltes successives qui ont débouché sur celle de 2019. 2011, il y a eu un essai. De 2001 déjà, il y avait eu une révolte en Kabylie, enfin un peu partout, de manière un peu sporadique. Et à partir de 2016, les données qu'a utilisées Ishaq Diwan de Arab Barometer, nous les avons aussi utilisés dans le cas algérien. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit qu'à partir de 2014, vous avez une chute du prix du pétrole. Effectivement, les réserves de change vont passer en gros de 200 milliards de dollars à moins de 80 milliards de dollars en 2016-2017, et vous allez avoir donc un effondrement du fonds de recettes des hydrocarbures, qui était en fait une sorte de caisse dans lequel un compte du Trésor auprès de la Banque centrale, dans lequel on mettait de côté toute la fiscalité pétrolière au-dessus de 37 $ le baril. Et ce fonds existe dans d'autres pays comme la Norvège, comme le Koweït, qui est normalement censé être un fonds de lissage qu'on utilise dans des périodes de difficulté. Ici, on l'a utilisé de manière procyclique au lieu de l'utiliser de manière contracyclique. Procyclique, ça veut dire qu'on l'utilisait dans les périodes de hausse du prix du pétrole, on distribuait l'argent, on subventionnait, et puis quand il n'y en a plus, eh bien, on n'a plus de quoi utiliser de manière contracyclique ce fonds. Donc le fonds s'est totalement effondré, de sorte que le gouvernement a recouru à la planche à billets, à la création monétaire, ce qu'on a appelé le financement non conventionnel par euphémisme, de sorte que la dette s'est accrue considérablement, la dette interne, et elle est passée à peu près de 10% à 40% en très peu de temps, parce c'est 40% de création monétaire en pourcentage du PIB qu'on a distribué. Alors, quand on regarde les données de Arab Barometer dont a parlé tout à l'heure Ishaq Diwan, on observe que les variables qui vont s'effondrer, c'est la confiance dans le gouvernement, justement. La confiance dans le gouvernement et la confiance économique. La sécurité économique. Ces deux variables s'effondrent totalement à partir de 2016. Donc on pouvait prévoir cela. Et puis deux variables qui, au contraire, changent complètement, c'est l'insécurité physique. On a aussi ça dans le Arab Barometer. Est-ce que vous vous sentez physiquement insécure, vous et votre famille? Évidemment, on a la période de terrorisme qu'a connue l'Algérie de toutes les années 90. C'est évident qu'il en est resté des traces, que d'ailleurs le pouvoir politique en place a beaucoup utilisé. Eh bien, cet effet, ce sentiment d'insécurité économique s'est effondré. Physique s'est effondré. Les gens n'avaient plus peur.
Ils n'avaient plus peur du tout Et surtout, sur la question économique, ce qui s'est passé, c'est pas tant qu'on avait une révolution de type 2 à ce moment-là, c'est une révolution de type 1, de classe moyenne qui va se libérer, justement, parce que ça n'est pas une situation d'effondrement économique que connaît l'Algérie. Ça n'était pas le Venezuela, ça n'était pas non plus d'autres pays qui étaient en difficulté. Les réserves de change restaient encore importantes, mais c'est le signal que le pouvoir politique a donné, signal de procrastination dans les réformes. On a fait 3 gouvernements en 6 mois, c'est-à-dire le gouvernement Sellal en 2017 démissionné, le gouvernement Tebboune, l'actuel président de la République aujourd'hui, est venu juste après, il est resté quelques mois, de mars à août, et puis on a eu le retour de Ouihia, le clan Bouteflika dans son essence parfaite, et Ouihia a fermé les vannes des réformes, des velléités des réformes, et a dit, bon, on remettra plus tard les réformes, et pour l'instant, on va juste colmater les brèches en faisant ce qu'on a toujours fait. On relance le gaz de schiste dans le sud algérien alors que la population était contre, et puis on fait de la création monétaire. Et donc les Algériens ont considéré ça comme finalement une défiance totale à l'égard de ce pouvoir capable, dans sa capacité à réformer. Et en 2019, finalement, le processus est arrivé à son paroxysme. L'arrogance du pouvoir, du clan Bouteflika, pour refaire un 5e mandat dans des situations tout à fait compliquées, en a terminé avec la situation. Alors, l'après 2019 est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué parce que le Covid est arrivé, et les vannes ont été totalement fermées. Et là, il y a plusieurs voies qui peuvent s'ouvrir. Donc, il y a des perspectives, des scénarios dont on peut analyser le futur en reprenant, disons, les approches d'économie politique que nous avons, mais pas seulement pour l'Algérie, mais pour le Liban et pour d'autres types de pays. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs questions. Merci beaucoup, Helmut. Mais il y a plusieurs questions, et il y en a une qui me permet que je peux te poser dès maintenant, qui va dans le prolongement de ton propos, qui est: l'argent du pétrole finance le budget courant et enrichit une caste. La fin des hydrocarbures signerait-elle l'effondrement économique, puis l'effondrement politique de cette caste? Oui, alors c'est vraiment une difficulté d'analyse majeure. Pourquoi ? Parce que encore une fois, il faut combiner le rôle du pétrole et des hydrocarbures avec le rôle des institutions. Ce qui s'est passé dans le cas d'Algérie, c'est que la caste, finalement, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, c'est une caste d'entrepreneurs qui était liée au pouvoir politique en place et qui était organisée majoritairement dans l'équivalent du MEDEF algérien, c'est-à-dire le Forum des entreprises, les chefs d'entreprise, le FCE. Et là, on retrouvait les caciques du pouvoir, les relais, essentiellement dans le bâtiment, les travaux publics, mais aussi la télécommunication, etc. Et cette relation de connivence, de chronisme entre ces clans au pouvoir, le clan Bouteflika et ses entreprises, ont été évidemment ont explosé avec le Hirak et le rôle de l'armée qui a été de vouloir montrer finalement sa capacité à changer de régime. Mais en réalité, le fait que l'argent du pétrole se soit effondré, mais que l'économie n'ait pas été mise sur de nouvelles dynamiques de diversification, ça c'est la vraie question qui fait que, en dépit de la réduction du prix du pétrole, on va pouvoir peut-être rester dans une situation qui est une situation de statu quo, parce qu'il y a une relation ambiguë, très compliquée entre le soulèvement politique, la transition politique que réclame le Hirak, qui est une véritable transition, c'est-à-dire une sortie du jeu actuel, et les réformes politiques. Est-ce que c'est la continuité, comme c'est le cas, parce qu'on peut vraiment parler de continuité politique depuis les élections de 2020. Depuis les élections de 2020, on a finalement recomposé les mêmes choses. Donc on peut supposer qu'il y a une recomposition sur de nouvelles bases avec deux types d'acteurs du même mécanisme de fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire les relations de connivence entre certaines entreprises et les clans au pouvoir. Donc ça, c'est vraiment extrêmement compliqué à analyser, parce qu'on est vraiment au milieu du gué dans le cas d'Algérie. Je pense qu'en effet, la légitimité politique n'étant pas ce que l'on observe en premier lieu dans la structuration politique actuelle, la revendication populaire qui a été contenue à cause du Covid, à cause du confinement, et qui est aujourd'hui contenue par aussi une réponse
pression de plus en plus grande. Eh bien, cette sortie de ce jeu-là ne peut se faire que si la transition politique va jusqu'à son terme. Et je pense qu'elle n'ira pas à son terme, compte tenu de la situation actuelle, qui est une situation régionale. C'est le deuxième aspect. La situation régionale est très compliquée. La baisse du prix du pétrole a eu pour conséquence aussi de modifier le jeu géopolitique de la région. Et ce jeu géopolitique en particulier, on voit bien comment les pays du Golfe ont changé leur positionnement, y compris vis-à-vis de la question palestinienne et autres. Donc on est dans une situation finalement où le contexte international, le contexte géopolitique régional, du fait d'un prix du pétrole bas et qui va rester structurellement bas, va finalement favoriser peut-être, mais personne ne peut prédire l'avenir, favoriser peut-être le statu quo, c'est-à-dire finalement la restauration autocratique dans l'analyse qu'a faite Isaac Diwan tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Merci beaucoup. Continuez à poser vos questions. On en reçoit plusieurs et elles sont fort intéressantes les unes et les autres. Alors, quelle est la relation entre le pouvoir politique et les différentes couches de la société dans la région MENA? Vaste question. Peut-être quelques indications, quelques pistes de réflexion. Oui, non, c'est vraiment là, il faut vraiment regarder les pays un par un, parce que on voit bien que, par exemple, dans le cas du Liban qu'a décrit, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du Liban, je connais un peu la région pour son analyse économique, mais ce qu'on peut dire, c'est que les configurations institutionnelles changent d'un pays à l'autre, ne sont pas exactement les mêmes. On voit en Tunisie, au Liban, vous avez cette structuration par le jeu des coalitions entre les différents clans religieux, le rôle du Hezbollah également. Et donc, en fait, la structuration entre l'économie et le pouvoir politique, elle est liée à ce jeu de partage des rentes entre ces différents groupes religieux en particulier. Dans le cas algérien, c'est vraiment un héritage qui est un héritage assez compliqué. Il y a un héritage colonial, premièrement, parce qu'au fond, quand je vous décrivais cette économie hyper concentrée sur peu de secteurs, sur 3 secteurs en fait, les hydrocarbures, les importations et les biens non échangeables, les services, et l'industrie ne représente presque plus rien, 4% du PIB, eh bien vous avez un héritage colonial très fort, parce qu'avant l'indépendance, donc avant 62, la part des importations dans le PIB en Algérie, c'était 60%. Donc c'était un comptoir, comme le sont les territoires d'outre-mer. Ce n'était pas un territoire productif, contrairement à une vision de la colonisation qui est une vision idyllique. On a fait des routes, etc. On a fait des routes pour travailler la vigne, pour faire occuper les... Donc, premier héritage colonial qui n'a pas autorisé, dans le cas de l'Algérie, l'émergence d'une classe moyenne et d'une classe d'entrepreneurs. Il n'y en avait pas. À la sortie de l'indépendance, vous savez que la quasi-totalité des Algériens étaient analphabètes, paysanne, et vous avez eu un exode rural immense et puis une émigration évidemment. Donc ça c'est le premier héritage. Deuxième héritage, c'est l'héritage socialiste. C'est qu'on a eu ces industries industrialisantes de notre collègue Feu de Bernis, paix à son âme, qui évidemment appliqué dans le cas algérien a donné une catastrophe totale, puisque finalement il s'agissait de faire des groupes publics avec une planification de la production dans le secteur des hydrocarbures. Et puis vous avez eu un troisième héritage, qui est l'héritage Bouteflika, 20 ans de relations de connivence entre les entreprises, certaines entreprises et l'État. Et si vous allez en Égypte, vous allez retrouver une autre configuration. Et là, c'est très intéressant parce que c'est le rôle de l'armée vous retrouvez toujours le diptyque armée-pétrole. Armée-pétrole. Même si dans le cas de l'Égypte, c'est pas vraiment le pétrole, c'est pas un pays pétrolier comme c'est plutôt, disons, les rentes liées au tourisme, canal de Suez. Enfin, c'est quand même un pays aussi qui bénéficie de rentes des situations. Mais dans le cas de l'Égypte, l'armée a un rôle politique et économique direct. Non délégué en quelque sorte. Dans le cas d'Algérie, l'armée, vous l'avez vu durant la période du Hirak, on a vu que tout de suite le pouvoir a été directement repris par l'armée, mais l'armée a toujours eu une stratégie de délégation du pouvoir, délégation économique et délégation politique. Donc vous avez vu, en fait, on a une panoplie de situations qui est assez différente, mais les États autocratiques, finalement, c'est une réalité de l'ensemble des pays de la région, sauf peut-être dans le cas de la Tunisie qui a connu une poursuite de sa transition politique, même si la transition économique a eu beaucoup de mal à se faire.
Alors, il y a deux autres questions, alors qui portent plus particulièrement sur le Liban, qui est que le pays maintenant est en faillite, Israël l'a dit, et on le voit depuis maintenant de nombreux mois. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation de faillite? Quelles sont les conséquences sociales et économiques pour le peuple libanais? Est-ce que le pays peut se relever ou non? Et que veut dire ce gouvernement de mission tel qu'il a été évoqué par le président Macron? Oui, là, j'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre. Je regrette que Israël soit parti, parce que lui est un connaisseur très fin de la situation libanaise, ce qui n'est pas mon cas. Donc tout ce que je peux dire, c'est simplement que c'est pourquoi on est arrivé là. Moins où va-t-on? Parce que où va-t-on? Franchement, c'est extrêmement compliqué. On a bien vu d'ailleurs la manière dont le président Macron a été reçu, dont sa déclaration, qui était quand même assez étonnante, a été reçue par la population libanaise. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, c'est les mécanismes qui ont été décrits, hein. Une économie de rente avec une distribution du revenu global extrêmement canalisée par les groupes religieux, une absence de projection des jeunes dans l'avenir et une expatriation extrêmement forte. Donc une économie qui dépend extrêmement fortement de la diaspora. Voilà. Si vous regardez les dépôts des diasporas dans les banques libanaises, c'est énorme, vraiment énorme. Donc on retrouve là aussi une caractéristique commune à tous ces pays de la région, c'est que la migration joue un rôle clé dans le maintien des équilibres sociaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un effondrement? L'effondrement est un effondrement global pour la région depuis la baisse du prix du pétrole, parce que l'un des mécanismes de redistribution pour les pays de la région dans leur insertion régionale, c'est les revenus pétroliers et l'immigration. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Surtout pour le Liban et pour l'Égypte en particulier, les pays du Machrek vont plutôt dans les pays du Golfe. Donc ils constituent la main-d'œuvre du pays du Golfe, hein, et les transferts d'argent des migrants sont retournés vers les pays d'origine, et c'est ça qui fait que les soupapes de sécurité sociale se maintiennent. Mais quand la chute du prix du pétrole atteint l'ensemble des régions, y compris les pays pétroliers du Golfe, là, ces mécanismes de redistribution diminuent, la diaspora n'a plus les moyens de jouer son rôle, et la diaspora panique, et beaucoup d'argent est sorti avant même l'effondrement. Moi, je connais des gens qui étaient aux États-Unis et qui ont dit, un de mes collègues d'ailleurs, qui est allé chercher toute son épargne pour la transférer avant même le soulèvement libanais. Donc en fait, on a une perte de confiance totale dans la capacité de cet équilibre politique à opérer des transitions. Voilà un peu l'état des lieux. Après, où on va, c'est beaucoup plus compliqué et je ne m'aventurerai pas dans la prédiction. Alors, est-ce que vous m'autoriseriez à sortir de mon rôle de modératrice sur le Liban, juste pour peut-être ajouter un élément qui me paraît important dans l'analyse de ce qui se passe au Liban et de la faillite finalement de ce pays, c'est que c'est la nature même du système politique au Liban qui a contribué aussi à cette faillite, dans le sens où tant que l'argent effectivement arrivait dans le pays, le système était alimenté et chaque chef communautaire pouvait redistribuer cette manne aux siens, et donc ça fonctionnait. À partir du moment où l'argent n'est plus venu pour les raisons que tu as évoquées, il y a eu une panne, et comme il n'y a pas d'État au Liban, puisque c'est simplement une répartition, et du coup un équilibre en permanence qui est maintenu entre les chefs communautaires. Pour toute décision, le consensus doit être pris entre ces 6 chefs communautaires, puisqu'ils se tiennent les uns les autres. Et donc, l'argent n'étant plus là, ils n'arrivent plus à redistribuer cette rente qui existait. Et donc, l'État n'existant pas, il n'y a plus rien qui permet de tenir ce système. Et donc, ça explose et plus rien n'est disponible pour la redistribution, d'où cette mobilisation des Libanais à sortir dans la rue et à dire on veut un système politique autre, parce que ce système politique d'équilibre entre les communautés ne peut conduire qu'à la perte à partir du moment où il n'y a plus l'argent, et l'argent, pour les raisons que tu as évoquées, n'est plus là aujourd'hui. Tout à fait d'accord, et c'est même une similarité avec l'Algérie. Ça rejoint la typologie de Ishaq Diwan de tout à l'heure. C'est vraiment une révolution de type 3. Oui. C'est-à-dire de combinaison entre les fragiles et les classes moyennes. Et les classes même supérieures, dans le cas d'entrepreneurs, etc., qui n'ont plus confiance dans ce système pour ouvrir une voie dans une situation d'angoisse, évidemment, et de difficultés régionales, mais aussi mondiales. Et évidemment, l'effet du Covid rajoute encore plus. Alors c'est pour ça qu'on revient à la question qu'a posée Ishaq au départ. Comment, pour la suite justement, est-ce qu'on va avoir, quelle voie
va s'ouvrir. Je pense malheureusement que dans les périodes de crise et de difficultés majeures, c'est propice à la restauration autocratique. Parce que précisément, quand on a cette fragmentation, et dans la situation particulièrement sanitaire d'aujourd'hui, avec une faiblesse des mouvements internationaux, etc., on est un peu au milieu du gué. Et dans le cas de l'Algérie, comme dans le cas du Liban, comme dans le cas d'ailleurs du Soudan ou de l'Irak, la voie qui s'ouvre est une voie incertaine, avec un risque fort d'enlisement pour encore beaucoup d'années dans à la fois les tares du système, c'est-à-dire finalement des économies peu diversifiées, donnant peu de chance aux jeunes de se projeter dans l'avenir, et en même temps une restauration autocratique forte, sachant que la soupape de l'immigration n'est plus une solution. Donc là, on est dans la combinaison de régimes autocratiques répressifs un peu partout dans la région, surtout que la géopolitique n'aide pas à la sortie vers le haut démocratique, avec une solidarité internationale qui aurait pu se poursuivre et s'exprimer. Donc j'ai une vision plus pessimiste de l'avenir qu'il y a quelques années. Ce choc exogène du Covid a été vraiment apporté un coup terrible à ces mouvements. Oui, justement, je voulais te poser peut-être une dernière question sur l'impact du Covid, puisqu'on a bien vu que ça a été aussi le moyen pour ces régimes autoritaires de resserrer encore un peu plus la vis, puisque les manifestations n'étaient plus autorisées. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Algérie, on l'a vu au Liban. Et donc, avec aussi un coût économique énorme pour ces sociétés. Et donc, comment peut-on évaluer justement le coût de cette crise du Covid sur des systèmes qui sont déjà extrêmement fragiles, comme vous l'avez décrit, Israq et toi-même? Alors, évaluer, c'est compliqué parce que précisément, on n'a pas de données. Donc, on ne peut pas dire. Ce qu'on peut indiquer, c'est que, je reprends le cas d'Algérie, il y a deux domaines clés qui sont affectés considérablement. C'est celui de la santé et celui de l'éducation. Si vous prenez le domaine de la santé, l'Algérie a fait des efforts majeurs pour financer un système de santé, mais avec une crise de la qualité de la santé qui est terrible. Donc c'était déjà le cas avant le Covid et ça s'est aggravé après la Covid. Le système d'éducation, c'est à peu près la même chose. La part des gens qui étaient enrôlés dans l'enseignement supérieur est passée entre 2011 et 2016 de 30% à 40%. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 10 points. Donc on a fait beaucoup d'efforts pour construire des universités. Pas forcément des cours, mais des universités. Donc en fait, beaucoup a été fait en termes quantitatifs. Et là, finalement, l'effet que produit le Covid, c'est une aggravation de la perte de qualité dans les domaines clés qui sont ceux des services publics, de la santé et de l'éducation. Et quant aux entreprises privées, eh bien, leur possibilité d'élargissement de leur marché est restée très, très, très compliquée. Ensuite, l'un des mécanismes clés de redistribution étant les transferts d'argent des migrants. Dans les périodes de crise, les transferts d'argent diminuent. En fait, les transferts jouent un rôle contracyclique aussi, c'est-à-dire qu'ils augmentent quand l'économie connaît une chute, l'économie des pays d'origine, donc ils devraient recevoir plus d'argent de la part de leurs immigrés, mais comme les immigrés dans les pays d'accueil connaissent aussi une crise très grave, donc ils envoient moins d'argent. Donc en fait, on est dans une situation où tout ce qui permettait de garder des équilibres sociaux sont en train de s'éroder. C'est la raison pour laquelle on peut verser vers les révolutions de type 2, c'est-à-dire celles des gueux, parce que là, la fragilisation, on voit au Liban, les classes moyennes ont disparu pratiquement. Et c'est le cas en Algérie aussi. Donc en fait, on a une paupérisation considérable des classes moyennes qui étaient pourtant les porteuses de la transition, enfin de l'aspiration à la transition. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est dramatique et qui a été amplifié par la crise sanitaire. Alors j'ai encore deux questions. Merci beaucoup pour les questions que vous nous envoyez. Alors quelles sont les options réalisables détenues par l'Algérie afin de diversifier son économie ? Et la suivante qui va dans le même sens, quelle est l'alternative à cette économie de rente à la fois publique et privée ? Voilà, c'est une question très compliquée aussi. Je peux y répondre d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier l'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure,
qui est l'interaction entre le changement politique, la transition politique et la transition économique. Mon avis, et je l'ai écrit dans plusieurs endroits, c'est qu'on ne pourra pas avoir de transition économique sans réelle transition politique, parce que les recompositions de relations claniques se font avec d'autres types d'acteurs. Donc on ne sortira pas de cette économie-là tant que les jeunes, ces forces vives qui sont extraordinaires. On a vu que finalement l'hypothèque islamiste a été levée, l'hypothèque sécuritaire a été levée, on a vu émerger des femmes qui n'étaient pas forcément voilées. Enfin, tous les poncifs sur l'Algérie ont été dévoilés, si je puis dire, durant la période du Hirak. Mais il se trouve que demain, j'interviens sur un autre de mes thèmes de recherche qui est les relocalisations industrielles, puisque je suis l'un des premier pays économiste en France à avoir travaillé il y a déjà plusieurs années, même une dizaine d'années maintenant, sur les questions des relocalisations et des reconquêtes d'avantages comparatifs. Donc je pourrais dire que la chance de ces économies sud-méditerranéennes, ce serait peut-être de profiter, si une stratégie était mise en place, de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Voilà. Donc en fait, on observe quoi? On observe, j'en parlerai demain, donc avec Sébastien Jean, on a une séance sur les relocalisations et entre guillemets la démondialisation. On a bien un processus de relocalisation des industries manufacturières vers le centre, d'Asie vers l'Europe par exemple. Mais il y a un phénomène qui est en train de se développer de manière majeure, c'est la délocalisabilité croissante des activités de services, à cause justement des technologies numériques. Beaucoup d'entreprises européennes, américaines vont délocaliser davantage encore les emplois de service. Et c'est des emplois de service à très forte valeur ajoutée. Et en fait, quand on regarde les pays de la région, l'Algérie en particulier, mais la Tunisie aussi, il existe donc un capital humain qu'il faut former évidemment, mais capable de rentrer dans ces chaînes de valeur. Donc il faut une politique de diversification qui passe pas forcément par l'industrie lourde, comme ce fut le cas autrefois, surtout dans une industrie, dans un contexte mondial de décarbonation, de transition énergétique. Donc l'industrie, la pétrochimie, etc., finalement, c'est assez compliqué de se baser dessus pour pouvoir développer de la production. En revanche, il y a tous ces services qui sont des services de haute qualification, qui peuvent être, disons, des secteurs porteurs pour l'avenir et qui ont des relations très étroites avec l'industrie. Dans l'industrie, il y a à peu près 40% des emplois qui sont des emplois de service, en moyenne dans les pays de l'OCDE. On oublie ça, au cœur de l'industrie, la recherche et développement, le marketing, de toutes les choses. Et ce qu'on a observé avec le Covid, c'est l'avènement des technologies numériques, mais aussi l'expérimentation considérable que les pays mondialement connu dans ce que nous sommes en train de faire là, dans la prestation de services à distance, eh bien, va, du fait du surcoût éventuel de la relocalisation industrielle, va se traduire par une délocalisation croissante des activités de services. Donc là, il faut évidemment changer les institutions, le droit économique. Il y a toute une série de choses qui font que pour pouvoir participer de manière active à ces chaînes de valeur mondiales, il va falloir changer la combinaison, disons, institutionnelle locale. Car, comme je le disais tout à l'heure dans le cas algérien, s'il y a une volatilité du droit économique, c'est parce qu'il y a cette relation d'osmose, clanique entre les entreprises, certaines entreprises et les clans au pouvoir. Donc pour changer ça, il va falloir, on revient à la question de la transition politique. C'est ça qui est absolument, pour moi, l'équation compliquée. C'est qu'il ne me semble pas que le statu quo institutionnel autorise la sortie du modèle économique, modèle entre guillemets, c'est-à-dire du régime économique hyper concentré sur les secteurs de rente, en dépit de la baisse et de l'érosion de la rente elle-même. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre fort intéressante grâce à Israq Diwan et El Mouhoud. Et c'est vrai que quand on entend les derniers mots prononcés sur la transition, est-ce que c'est une transition qui est possible, envisageable, ou est-ce qu'on ferait plutôt parler de changement radical, finalement, de système politique et économique permettant d'offrir des perspectives, et en particulier aux jeunes, puisqu'on le rappelle, beaucoup de jeunes n'ont qu'un espoir, qu'un objectif, partir, même s'ils n'ont pas forcément envie de partir, mais ils sont contraints de le faire. Et c'est peut-être ça la pire des conséquences pour un pays, de voir tous ces jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est de partir et de quitter parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'avenir chez eux. Merci beaucoup, et je pense qu'on aurait encore l'occasion de poursuivre ce débat absolument passionnant sur toutes ces questions de révolution, révolte, mouvement de contestation que connaît la région du Maghreb Moyen-Orient. Merci Agnès.